plutôt à une procédure, un mécanisme. Et c'est une institution. C'est d'ailleurs, le premier article du traité le dit, une institution financière internationale, chargée de la stabilité dans l'Union européenne, dans la zone euro. D'ailleurs, les signataires du MES ne sont que des États membres de la zone euro. Alors, cette institution, et c'est vous dire tout le sel de l'affaire, est installée dans un endroit parfaitement fini au Grand-Duché de Luxembourg. Et déjà, cette institution porte dans ses statuts, dans ses missions, des pouvoirs considérables, puisque, en fait, c'est un fonds. J'ai même envie de dire, c'est le Fonds monétaire international à l'expansion de la zone euro, avec les mêmes pouvoirs. C'est un fonds qui va octroyer des aides aux pays dont la situation financière est susceptible de mettre en péril la stabilité de la zone euro. Sous une stricte conditionnalité. À ceux qui sont passionnés par les méfaits du FMI en Amérique latine ou en fait dans les pays du Sud, savent ce que ça veut dire conditionnalité. Ça veut dire qu'on prête, mais qu'on perd sa souveraineté sur un certain nombre de domaines, et les conditionnalités du MES sont les mêmes que celles du FMI. Ce sont les politiques sociales, ce sont les services publics, ce sont les retraites, c'est le MES. Il y a un lien. M. Hollande, qui n'était pas encore président de la République, ne l'avait pas vu, mais il y a un lien étroit entre le MES et le TSCG. Parce que ne peuvent bénéficier des prêts du MES que les États qui ont ratifié le TSCG. Donc il y a un lien très important entre ces deux textes. L'année 2002 aura été riche en textes MES-TSCG qui nous dépossèdent d'une part de notre souveraineté. Alors, quelles sont les intentions de ce texte? Eh bien, bien sûr, on entre dans un discours convenu. On est dans l'idéologie ici. Il faut que les finances publiques soient saines et soutenables. Soutenable étant une traduction un peu audacieuse du mot anglais sustainable, en bon français on devrait dire durable. Et préserver bien entendu de la stabilité de la zone euro. Derrière ça, il y a l'idée qu'on ne peut pas s'endetter. Avec ce refrain que nous distillent les médias, mais c'est comme dans un ménage, voyons. C'est comme dans un ménage. On ne peut pas dépenser plus que ce qu'on a. Seulement, rares sont les cas où les ménages investissent pour 40 ans. Si, une maison, sans doute, une activité professionnelle, mais on compare, c'est comme des fois, on compare un État et un ménage. Alors, le traité dit, en son article 1, que les deux objectifs que vous voyez à l'écran peuvent être atteints par deux règles spécifiques. Une règle d'équilibre budgétaire, donc l'obligation d'être en équilibre ou en excédent, et un mécanisme automatique pour l'adoption de mesures correctives. C'est là que se trouve le venin. C'est le mécanisme automatique d'adoption de mesures correctives. Je vais définir. Il est dit clairement que le déficit public ne doit pas dépasser 3% du PIB et que la dette publique ne doit pas dépasser 60% du PIB et lorsqu'il est dépassé, ça doit être ramené au rythme d'un 20e par an. 3% de déficit public, 60% de dette publique, ce sont des chiffres qui nous rappellent quelque chose. C'était déjà dans Maastricht, mais vous allez voir qu'on y a ajouté ce qu'on avait oublié au moment de Maastricht et qui donne un poids tout à fait nouveau à ce qu'on appelait l'équilibre
critères de Maastricht. Un élément nouveau, c'est que désormais, le non-respect, le texte dit le respect, enfin c'est le non-respect de ces obligations, eh bien, sera soumis à la Cour de justice de l'Union européenne, qui sera en capacité, qui est dotée par le texte de la capacité d'infliger des sanctions à un État qui ne respectera pas ces critères. C'est le gendarme. C'est le gendarme qui manquait dans Maastricht. Vous savez que la France et l'Allemagne étaient les premiers pays à ne pas respecter les critères de Maastricht, et il n'y avait pas de sanctions. Et bien maintenant, il y en a eu. Il y en a eu. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la diapo suivante, donc je vais quand même vous la montrer, c'est le lien organique structurel entre le MES et le TSCG. L'octroi d'une assistance financière par le MES est conditionné d'abord à la ratification du TSCG, donc il devait connaître une catastrophe demain matin, comme elle n'a pas encore ratifié, elle ne pouvait pas bénéficier de l'assistance et de la générosité du MES. Et puis, c'est une anecdote, ce PowerPoint, ce visuel a servi à des conférences en France, et j'ai trouvé le besoin irrésistible de rappeler que le Parti socialiste, qui était dans l'opposition avant les élections de mai de l'an passé, s'était abstenu pour que ça puisse passer sans difficulté, et d'ailleurs ça a été voté dans l'urgence, au motif qu'il n'y avait aucun lien, avait dit M. Hollande, entre le MES et le TSCG. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus, parce que beaucoup de gens me demandent, mais pourquoi acceptent-ils des choses pareilles? Est-ce par idéologie? Est-ce par imbécilité? Ou est-ce parce qu'ils veulent profiter de la crise pour revenir sur des acquis sociaux? En l'occurrence, et je le dis froidement, s'agissant du président actuel de la République française, ma réponse est la deuxième. Alors, le principe, c'est que toutes les administrations publiques, tout ce qui relève de la puissance publique, doit présenter une situation budgétaire en équilibre ou en excédent. Comment vérifie-t-on le respect de ce principe? On a inventé un nouveau concept, le déficit structurel. Et alors là, ne me demandez pas trop de définition sur le déficit structurel, je vais essayer. Parce que les économistes, dont nous savons tous à quel point leur science est rigoureuse et exacte, ne s'entendent pas sur la définition. Enfin bon, on dit que le déficit structurel ne peut pas dépasser 0,5% du produit intérieur brut, que cette limite est relevée à 1% quand la dette n'atteint pas les 60% du PIB. Alors, que dit le texte sur la définition du déficit structurel? Eh bien, c'est le déficit structurel, c'est la cause structurelle de l'endettement. C'est-à-dire, c'est la cause qui n'est pas conjoncturelle. Si vous parlez un peu français, structurel et conjoncturel, c'est le contraire l'un de l'autre. Alors, comment va-t-on sortir le conjoncturel pour ne garder que le structurel? Eh bien, c'est le déficit annuel de l'État moins le déficit dû aux variations de l'économie, les augmentations automatiques dues à la crise, et les dépenses exceptionnelles et légitimes du gouvernement. Regardez ces mots. Augmentation automatique due à la crise. Dépenses exceptionnelles et légitimes. Mais on est dans la subjectivité la plus totale. Qui c'est qui va décréter qu'une dépense est légitime ou qu'elle ne l'est pas? J'ai la réponse. Vous l'avez au dernier paragraphe. C'est la Commission européenne. C'est la Commission européenne. Ne vous en faites pas pour la définition. Cette définition a très peu d'importance, puisque de toute façon, ce ne sont pas les États signataires de ce traité qui vont définir le déficit structurel, même si dans la loi organique d'application, la France a essayé, c'est la Commission.
C'est la Commission qui va décider les dépenses qui sont structurelles et les dépenses qui sont conjoncturelles, c'est-à-dire celles dont on peut se passer. Alors, je vais essayer d'être court parce que c'est qu'une demi-heure et qu'il y a beaucoup de choses à dire. Comment ça va se passer? Comme ça. Et vous voyez à quel point ce traité renforce les pouvoirs de la Commission européenne et à quel point on a joué avec le droit européen, en passant par la procédure simplifiée pour adopter ce texte, alors qu'il modifie les attributions d'une des institutions européennes. C'est la Commission européenne qui fixe le calendrier pays par pays, permettant de revenir à l'équilibre budgétaire. C'est ça l'objectif. Le mot objectif, c'est l'équilibre budgétaire. C'est la Commission européenne qui va faire pays par pays les propositions de... ce ne sera pas des propositions de taxation ou d'impôt, ce seront des propositions de coupes budgétaires pour revenir à l'objectif, pour atteindre l'objectif. C'est la Commission qui va surveiller le respect par chacun des États membres du traité. Et puis c'est la Commission qui fera des propositions en cas de non-respect. Et alors là, on a mis un petit bémol, mais qui n'est pas très efficace. C'est que si une majorité qualifiée d'États s'oppose aux sanctions que proposerait la Commission, bien, ces sanctions n'auraient pas d'effet, ne pourraient pas être appliquées, mais l'Allemagne et la France, à elles seules, atteignent déjà la majorité qualifiée. Donc il suffirait que l'Allemagne et la France, et je vous rappelle que sous la précédente présidence de la République française, l'Allemagne et la France demandaient à la Belgique de mettre fin à l'indexation des salaires et des allocations, mais il n'y avait pas encore ce TSCG. Et bien maintenant, l'Allemagne et la France ont... Mais je ne pense pas que là, l'actuelle majorité ira jusqu'où allait Sarkozy. Alors, pour expliquer comment ça fonctionne, eh bien, lorsqu'un État connaît des dépassements, donc 3% du PIB en matière de déficit et 60% en matière de dette. Il y a une petite faute là, c'est PIB et pas PIB. Eh bien, cet État doit soumettre un programme de réforme structurelle, qui est publiquement appelé dans le langage européen programme de partenariat budgétaire et économique. Si vous me permettez un tout petit conseil, quand vous entendez dans des textes comme ceux-là, des textes internationaux, des textes européens, surtout quand il s'agit d'argent, et que vous entendez le mot partenariat, méfiez-vous. C'est suspect. Ils s'en sont rendus compte de l'utilité de ce mot, parce que, je suis dans un autre domaine, mais pas tellement loin, quand on a passé l'Union européenne un accord de libre-échange avec l'Afrique du Sud, ça a été tellement mal reçu en Afrique du Sud que désormais tous les accords de libre-échange qu'on passe avec d'autres pays, on les appelle partenariats. Et nous avons un partenariat en négociation sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Donc ça s'appelle programme de partenariat budgétaire et économique. Donc c'est réforme structurelle. Et c'est aussi ça fait aussi partie du jargon. Quand aujourd'hui les partis politiques demandent des réformes structurelles, c'est presque toujours la même chose. Ce sont des réformes qui touchent à notre mode de vie sociale, à nos normes sanitaires, alimentaires, environnementales, aux services publics. L'objectif des réformes structurelles, il est là. C'est jamais, par exemple, revoir la fiscalité pour qu'elle soit progressive, par exemple, réduire les dépenses de défense nationale. Non, ça, c'est pas des réformes structurelles sérieuses. Bon. Et une fois donc que l'État a proposé ce programme de réforme, c'est la Commission qui surveille son application. Elle est donc, et
gardien suprême des budgets nationaux, du budget des 25 États concernés de l'Union européenne. Et si elle estime, et on va voir comment ça va se passer avec la France, puisqu'elle a donné 2 ans de rabais à Paris, mais dans 2 ans, comment ça va se passer si la France n'est pas rentrée dans les clous? Normalement, la Commission européenne, elle ne le fera peut-être pas avec la France, parce que c'est toujours une question de rapport de force, mais si c'était la Belgique, si c'était le Danemark, si c'était l'Irlande, et nous savons maintenant quand c'est la Grèce, quand c'est le Portugal ou quand c'est l'Espagne, eh bien, elle a ce bâton formidable qui est la possibilité de recourir à la Cour de justice de l'Union européenne. Je vais en profiter pour en dire un mot. C'est une institution qui est née avec les institutions européennes, qui est née avec le traité CECA, même avant le traité de Rome de 1957, dont je pourrais dire beaucoup de choses sur celui qui fut le premier avocat général. Je vais vous dire qu'un mot. C'est l'auteur du statut des Juifs de Vichy. C'est lui qui a fait en sorte que dans un des arrêts les plus célèbres que dans une maison comme celle-ci, en fac de droit, on étudie, de dire, c'est pas le traité, c'est pas les gouvernements qui ont dit la primauté du droit européen sur le droit national. C'est la Cour qui va décider. C'est la Cour, comme elle a décidé beaucoup plus récemment que le droit social s'inclinait devant le droit de la concurrence. Dans 4 arrêts restés très célèbres et qui sont dramatiques. C'est une institution dont moi je questionne l'indépendance. Je crois à Liégeois, qui était mort jusqu'à pas tellement longtemps sur Watley, de cette institution. Or, pour devenir membre de la Cour de justice, il faut être nommé par son gouvernement, et pour le redevenir, parce que le mandat est renouvelable, il faut l'être par son gouvernement. L'inamovibilité et la stabilité de la magistrature, qui est une des conditions de son indépendance, ne sont donc pas réunies. Il y a quelque chose d'horrible dans le TSCG, c'est ceci. C'est l'article 8. Il paraît qu'on fait l'Europe pour unir les peuples, pour se rassembler, pour être solidaires de ceux qui sont moins bien que d'autres. Eh bien, on a cette monstruosité qui permet à un État d'introduire une action contre un autre, même contre l'avis de la Commission européenne. Et quand je vous parlais de l'Allemagne et de la France, qui sous Sarkozy et Merkel, et là ça ne change pas, voulaient que la Belgique renonce à l'indexation des salaires et des allocations, et voilà maintenant un article qui permettrait de le faire. Donc l'État qui est plaignant peut demander des sanctions financières à un autre État qui seront versées au FMS ou au budget général de l'UE. Et vous avez l'exemple sous les yeux que je viens de citer. De même, on pourrait très bien voir des États disant qu'il faut harmoniser au niveau européen. Pour une fois, là, il parlerait d'harmonisation, alors que quand il s'agit social, il n'en parle jamais. Mais l'extension n'était pas faite dans tous les pays, dans les 25 en tout cas, à 67 ans. C'est un mécanisme qui va le faire. Alors, comment concrètement ce traité va-t-il être mis en œuvre? Vous m'excuserez, je ne sais pas, j'ignore comment le gouvernement belge a procédé ou va procéder en la matière, parce que ce que le traité dit, c'est que chaque État doit inscrire dans un texte des dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelle, pour respecter les processus budgétaires qui sont imposés par le traité. Je dis que je ne sais pas, est-ce qu'on a prévu une révision de la Constitution? On suffit qu'on est quand même assez rodé à ce genre d'exercice. En France, parce que l'actuelle majorité n'a pas les 2 tiers requis
passé par le biais de la loi organique pour mettre en place ces dispositions contraignantes et permanentes et ce qui suit, le mécanisme automatique de correction. Qu'est-ce que ça veut dire un mécanisme automatique de correction? Et ça veut dire, et en France c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une institution qui va, on lui a donné un beau nom, comment ça s'appelle encore ce truc, si je remets, je dois la voir, ouais, je ne mets pas la main, ah si, voilà, la loi organique de pilotage des finances publiques. C'est une institution qui va d'autorité au moment, qui va d'abord exiger que le gouvernement, avant de déposer son budget général au Parlement, le lui soumette. Et si les mesures nécessaires pour atteindre l'objectif ne sont pas intégrées dans ce budget, cet organisme d'autorité va les intégrer. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'on enlève une mission historique de toute institution parlementaire digne de ce nom dans le monde. Quand on a créé les parlements ou des assemblées qui faisaient la même chose, c'était pour faire quoi? Pour décider des recettes et des dépenses, des taxes qu'on allait prélever, des impôts qu'on allait décider et de la manière dont on allait dépenser l'argent. C'est la mission historique, même sous l'Ancien Régime, des assemblées. Et d'ailleurs, vous vous souviendrez sûrement que lorsque Louis XVI convoque les États généraux, c'est parce que la France fait face à un grave déficit qui, comme on l'a dit, fait grand bruit dans toute l'Europe, et qu'il faut revoir les finances de l'État. Bien, cette mission-là, cette mission qui appartient dans tout pays démocratique qui fonctionne sur la base de la démocratie représentative, on l'enlève au Parlement. Puisqu'on la confie en partie, pas en totalité, mais en partie, à un mécanisme automatique de correction. Ce mécanisme, comme c'est indiqué, devra, bien entendu, respecter les propositions de la Commission européenne. Alors, je sens que je dois accélérer. J'en arrive à quelques constats. Ce TSTG, c'est le produit des droites allemandes et françaises. C'est le pacte Merkel-Sarkozy qui répondait à une vieille attente des milieux d'affaires, des milieux patronaux. Je vous rappelle que c'est David Rockefeller qui disait dans une interview à Newsweek en 1999 la démocratie décline et le secteur privé est le mieux à même de la remplacer. On y va. On y va. D'accord. Eh bien, j'ai encore trois choses à vous dire. Donc, c'est un pacte pour l'austérité perpétuelle, parce que cette austérité ne va pas cesser. Vu l'état des finances publiques, vu l'état des déficits tels qu'ils existent, et qui ont été considérablement aggravés par des législations nationales, par le traité de Maastricht, en France, et sous Giscard d'Estaing, qu'une loi a interdit à la Banque de France de prêter à ce qu'on appelle en France les collectivités territoriales, les régions, les départements, les municipalités. Donc elles étaient, depuis Giscard, obligées d'emprunter aux banques privées. Quand vous regardez la courbe de la dette française, elle commence cette année-là. Et cette disposition a été intégrée telle quelle dans le traité de Maastricht, puisque la Banque centrale européenne n'a pas le droit de prêter au pouvoir public. C'est donc une obligation qui est faite au pouvoir public d'emprunter au secteur privé. Et il y avait un article dans Le Monde que j'ai gardé, parce que le titre dit tout à lui seul,
c'est pourquoi se posait comme question, décidément, non, il n'est pas pied, pourquoi se posaient comme question les auteurs de cet article, les États doivent-ils payer 600 fois plus aux banques qu'ils ne le devraient s'ils pouvaient emprunter à des organismes comme la Banque nationale ou la BCE. Et donc, ça veut dire quoi l'austérité permanente? Ça veut dire que, eh bien, on va saquer de plus en plus dans ce qui faisait, parce qu'il est déjà très mal en point, le modèle européen, les politiques de santé, d'éducation, de sécurité sociale, les services publics, et ce n'est pas du fantasme, ce n'est pas de ma part un procès d'intention, c'est déjà dans les recommandations de la Commission européenne. C'est un pacte contre la démocratie parce que, comme je vous l'ai expliqué, on enlève des pouvoirs qui appartiennent historiquement à la représentation nationale. Ce sont les articles de la Constitution de la République française que vous avez sous les yeux, mais nous avons les mêmes dans la Constitution belge. C'est le Parlement qui vote le budget fédéral. Et donc, ce n'est pas un mécanisme voulu de l'extérieur qui doit se substituer à la représentation nationale. Et la conséquence est grave. Et elle nourrit l'extrême droite. Et elle nourrit l'abstention. C'est que ça ne sert plus à rien de voter. Puisque de toute façon, sur l'essentiel, ouais, bien sûr, pas sur le mariage pour tous, mais sur l'essentiel, le budget, sur le budget qui est l'essentiel des choix d'un pays, année après année, cette souveraineté-là, cette maîtrise-là de la représentation nationale, de la souveraineté populaire, est profondément affectée. Et enfin, je considère qu'après le traité de Rome, après l'acte unique européen qui a mis fin à l'obligation d'harmoniser, après le traité de Maastricht et celui de Lisbonne, nous sommes à l'acte 5 d'un processus qui, chaque fois, nous enlève un peu plus de notre souveraineté au profit d'institutions qui n'ont aucune légitimité démocratique, qu'il s'agisse de la Commission européenne ou de la Cour de justice. Ce qui m'amène à dire que ce principe qui fut arraché dans la douleur en 1789 ou un peu après ailleurs, tous les pouvoirs et mains du peuple, est en train de ne plus vouloir rien dire du tout. Je voudrais souligner pour terminer que, et là je pense que même maintenant le FMI en confirme, ce qui est pire, c'est que la récession va s'ajouter à la récession que nous connaissons du fait de la crise, va s'ajouter la récession imposée par ce traité, que ce déficit structurel autorisé ne laisse plus aucune marge de manœuvre. Et ça veut dire quoi? Et moi, c'est le procès d'intention, parce que là, je n'ai pas peur de le dire, j'en fais un. Ça veut dire qu'on ne pourra plus investir dans ce qui permet d'avoir accès à des droits fondamentaux, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la culture, le droit à l'énergie, le droit à l'eau, le droit au transport, parce qu'il n'y aura plus de capacité. S'il faut respecter ces contraintes, vous savez, je prends un exemple. Pour faire une ligne TGV, c'est un investissement à 40 ans. Ce n'est pas le secteur privé qui fait ça. Le secteur privé, il fait pression sur le gouvernement pour qu'on privatise après le réseau ferroviaire. Hein, ça, c'est ce qu'on connaît. Mais ça veut dire que l'essentiel des droits, et je vous invite à relire, ça vaut la peine, les articles 22 à 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, l'essentiel des droits qui sont inscrits là, eh bien, ne pourront plus y accéder que ceux qui peuvent se les payer. C'est ça qui est poursuivi. C'est ça, la logique qui est à l'œuvre, c'est l'extinction de l'action publique. Alors, est-ce que c'est la fin? Et je termine, en tout cas, moi, mais c'est pas la fin. C'est pas la fin parce qu'après, et plus grave que le traité constitutionnel européen, plus grave que le MES,
plus grave que le TSCG, il y a ce feu vert que viennent de donner les 27 gouvernements. Le dernier entrée n'était pas encore entré, le 14 juin, donc le gouvernement belge aussi, à ouvrir des négociations avec les États-Unis pour créer un grand marché unique européen, transatlantique, qu'on appelle pudiquement partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement. C'est une négociation qui a commencé effectivement le 8 juillet à Washington, qui reprend le 7 octobre à Bruxelles, et qui devrait se poursuivre pendant un an ou deux, dont le but est d'abaisser les barrières tarifaires, c'est-à-dire les droits de douane, et il n'en reste plus que surtout dans le domaine agricole, mais surtout les barrières non tarifaires. Et derrière ce mot-là, c'est tout notre mode de vie, parce que les barrières tarifaires, ce sont les normes sociales, les normes sanitaires, les normes alimentaires, les normes environnementales. Enfin, c'est toute la manière dont nous avons, année après année, décennie après décennie, organisé nos vies. Un accord de libre-échange vise à atteindre la norme la plus faible. Et si on compare norme après norme, les normes en vigueur dans la majorité des États de l'Union européenne avec les normes en vigueur aux États-Unis, c'est aux États-Unis que cas par cas elles sont les plus faibles. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne m'étends pas plus. Le TSCG c'était déjà pas mal. Ceci c'est encore pire. Je crois qu'il y a le 12 octobre une conférence qui sera consacrée par deux auteurs d'un petit bouquin qui est bien intéressant. Et moi je suis disposé à revenir pour en parler aussi s'il faut en remettre une